Il y a des moyens et la vidéo sera vraiment pas monétisée. Mettre là, moi. Merci de votre patience. On est donc en 1996 et Ike il fait son petit langage à la base qui s'appelait Mocha, puis LiveScript, et il y a un génie du marketing chez Netscape qui s'est dit tiens, il y a Java, ça marche bien en ce moment, on va jouer sur la confusion. Une erreur qui, jusqu'aujourd'hui, fait en sorte que personne ne comprend pourquoi ils ont fait ça. À l'époque, donc en 1996-97, on fait des sites en 800 par 600. Donc on a une taille fixe pour faire des sites web, on les fait en tableau. Ça, c'est le summum de ce qui se fait en termes d'interface. Et CSS n'existe pas encore. CSS, ça a été inventé après JavaScript. Et donc on avait des propriétés dans l'ancien temps sur les éléments HTML pour mettre des couleurs, des fonds. Il y avait BG Color, il y avait Font, il y avait plein de trucs. Mais les gens étaient plus occupés à essayer de faire des choses qui avaient cette tête-là, plutôt que de s'amuser à rendre tout ça interactif. D'autant que JavaScript, bon, bah, pour l'instant, c'est pas un truc ultra fou, quoi. En toute logique, après 96 vient 1997. En 97, JavaScript est mis au propre dans une vraie spécification. C'est plus juste quelqu'un qui a écrit un truc dans son coin. C'est géré par un organisme de standardisation qui s'appelle ECMA. Donc c'est un truc où en général les industries se retrouvent, se foutent autour d'une table et se disent on va standardiser la manière dont on travaille. Et donc ils ont appelé ça ECMAScript. Et à partir de ce moment-là, il y a des gens qui se mettent dans une pièce. C'est le 39e comité technique d'ECMA, on appelle ça le TC39. Donc c'est pour ça que les gens qui font l'aspect de JavaScript, on appelle ça comme ça aujourd'hui. Et donc maintenant, c'est plus une personne qui définit ce que c'est JS, c'est plusieurs personnes, donc plusieurs acteurs de l'industrie. Ensuite, 98, il y a une nouvelle spec qui est pondue, donc ES2, la deuxième version, qui n'apporte strictement rien. C'est juste des changements éditoriaux sur la spec, donc aucune nouvelle feature, rien du tout. Et en 99, 3 ans après la première version de JS, arrive ES3, qui détient le record de longévité parce qu'on a eu 10 ans de cette spec-là. Et ça apporte des choses qui sont non négligeables. Par exemple, try catch. Avant, il n'y avait pas de, on pouvait pas. T'avais une erreur, t'étais fini, quoi. Qui rajoute les switch statements qui étaient quand même assez confortables pour faire du JS. La syntaxe des littéraux. Par exemple, pouvoir mettre des crochets et des valeurs au milieu pour définir un tableau. Avant, il n'y avait pas. Fallait faire new array, fallait mettre des trucs dedans à la main. C'était niveau usage un petit peu plus confortable d'avoir cette syntaxe-là. Ça le rendait un peu plus moderne. Il y a les regex qui font leur arrivée aussi dans cette version-là. Et l'égalité stricte, qui n'existait pas avant et qui a fait plaisir à beaucoup de monde, je pense. 2 ans plus tard, il y a un ancien développeur de jeux vidéo pour Lucasfilm qui commence à faire parler de lui. Vous avez sûrement déjà vu sa tête. C'est Douglas Crockford. Vous allez voir, il a fait pas mal de trucs. Donc en 2001, il invente JSMin, parce qu'à l'époque, Internet, ça coûte un peu cher. On est encore, enfin, ça doit être le début de la DSL ou un truc comme ça. Les gens sont encore en 56K, ils payent Internet à l'heure, c'est hors de prix. Et donc, compresser les scripts qu'on envoie sur le navigateur, c'est assez intéressant. Et il fait un petit outil qui est assez rudimentaire, mais qui marche bien. En 2002, il y a Douglas Crockford qui invente JSON, tout simplement.
Parce qu'à l'époque, la manière d'échanger de la donnée avec le serveur, ça se faisait avec du XML. Il y a encore des gens qui font ça, pour une raison qui m'échappe. Mais le XML, c'est ultra chiant à parser, parce que c'est des tags ouvrants, il faut savoir combien tu as de tags ouverts, combien tu as de tags fermants, machin. Pour extraire des données, c'est un enfer, c'est super verbeux, c'est lourd. Et du coup, il se creuse un peu les méninges et il se dit, JavaScript, c'est le langage le plus con que j'ai dans ma stack, et c'est celui qui a le moins de garantie de tourner dans des conditions idéales, parce que ça tourne sur les machines des gens qui ont des ordinateurs chez eux. Et à l'époque, on est sur des Pentium, je sais pas combien, mais c'est pas des machines de guerre. Et donc, il se dit, pour parser et encoder des valeurs en JSON, je vais prendre cette espèce de maillon faible de la stack, et je vais faire en sorte que ce soit facile pour ce maillon faible. Et après, pour les serveurs, on pourra écrire des parseurs parce que bon, on a des langages, on a des serveurs, on sait le faire. Et donc, son idée, c'est de prendre de la syntaxe qui est valide en JS, donc la syntaxe des objets de JS, et il va faire une bibliothèque qui globalement fait ça. Il y a 3 règles qui tournent autour, qui vérifient qu'il n'y a pas un appel de fonction dedans, qu'il n'y a pas une XSS ou quelque chose comme ça, et après il va évaluer la chaîne de caractères, et JavaScript va transformer ça en des objets ou des valeurs diverses et variées. Donc ça marche plutôt pas mal parce que les gens, ils en ont marre de XML. Il y avait donc beaucoup de gens qui travaillaient dans la banque à l'époque ou dans d'autres domaines. C'est du Java XML. Là, tu vois un truc qui ressemble à des objets JavaScript, c'est ultra lisible. Donc ça marche plutôt pas mal. Et puis c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus hype en plus parce que XML, c'était la technologie à papa, quoi. Arrive 2002. Ouais, bah, j'ai mis le paquet sur cette vanne. Il invente JSLint, qui est un petit outil parce qu'il a quelques opinions, Douglas, et il se dit dans JS, si jamais on autorise tout ce que le langage permet, il y a vite moyen que ça part en cacahuète. Donc il va faire un petit outil en C, encore une fois assez rudimentaire, qui ne va pas faire des analyses folles, mais il va se dire peut-être si on empêche d'utiliser eval, si on empêche d'utiliser this ou certains patterns où les gens se prennent souvent les pieds dedans, on va avoir une codebase un peu plus saine. Et donc JSLint, ça commence à marchouiller un petit peu, et les gens commencent à l'utiliser. Arrive 2005, bon, il s'est passé des trucs pendant les 3 ans, mais bon, bah, rien de bien intéressant pour JavaScript. Les gens font leur petit site internet dans leur coin. C'est l'année où Crazy Frog est sorti, qui est, à mon avis, musicalement ce qui représente le mieux JavaScript. Et en 2005, il y a une entreprise qui fait un petit moteur de recherche, vous avez sûrement jamais entendu parler de ce truc, qui achète une startup et qui lance dans la foulée un truc qui s'appelle Google Maps. Et c'est la première fois que dans un navigateur, on a un truc comme ça, c'est hallucinant. Tu peux bouger dans la carte du monde, tu peux zoomer, dézoomer, et ça ne recharge pas les pages. Tu peux faire ça dans la même session. Et c'était à l'époque d'IE6. Donc arriver à faire ça dans IE6, c'était quand même bravo à eux, quoi. Et ils ont fait ça grâce à une API dont tout le monde se foutait jusque-là, qui s'appelle XML HTTP Request. Ça a été inventé par Microsoft en 99 pour leur client Outlook. C'était tout simplement une API pour aller chercher de la donnée sur un serveur. C'était un plugin ActiveX pour les seniors qui sont présents ici. Mais du coup, vu le naming de cette API, personne ne voulait y toucher. Et là, les gens ont fait « Ah, ça sert à ça !» On va commencer à l'utiliser. Et ainsi est né Ajax. C'était un mot un peu trendy pour dire asynchronous JavaScript on XML. C'est juste pour dire on va chercher des bouts de page, des fragments de page sur le serveur plutôt que de recharger toute la page en entier. Et c'est ça qui a donné les lieux au terme marketing un petit peu Web 2.0 parce que avoir des pages beaucoup plus interactives, ça a permis de développer des usages principalement du web participatif, du web social, des trucs comme ça. Donc le Web 2.0, c'est Microsoft au final. 2005, c'est une année qui aura vraiment tapé sur les nerfs musicalement parce qu'il y avait coup sur coup Ilona Mitrosé et Sinsebilia aussi, faut pas l'oublier. Et il y a une autre personne qu'on aura beaucoup trop entendu par la suite qui lance un petit projet qui s'appelle Ruby on Rails et dont ça fait un boom monstrueux parce qu'il y a une démo de 10 minutes qui circule sur Internet où en 10 minutes, il scaffolde un blog en entier. À l'époque, c'était impensable, c'était trop facile. Et le succès de Rails, il est assez immédiat et des rubyistes qui se mettent à faire des choses un peu rigolotes dans le navigateur
se disent tiens, on pourrait prendre des trucs sympas de Ruby et en faire une bibliothèque JavaScript. Et ils vont sortir Prototype, qui est en 2005 un truc qui va un peu révolutionner la manière dont on se sert de JS. Pour référence, à l'époque, la manière d'organiser le JS pour 99% des gens, c'est de foutre un fichier qui s'appelle script.js, de foutre toutes les fonctions dedans comme ça, de concaténer, et de dire c'est bon, on balance ça sur FTP, et on a notre code et on a notre organisation. Alors que JavaScript a un moyen de s'organiser déjà à cette époque-là, c'est l'orienté objet. Sauf que l'orienté objet tel qu'il a été pensé par Brendan Eich au début, c'est pas le truc le plus intuitif du monde. Il faut définir une fonction et il faut aller mettre des méthodes à l'intérieur d'un objet prototype qui est associé à cette fonction. Donc c'est pas une jolie classe machin extend ce truc. Pour faire un extend, il faut faire cette horreur-là. Il y en a peut-être qui l'ont connu, mais ça reste. Hein. Et il y a un truc qui est rigolo par contre avec l'héritage prototypal, c'est que JavaScript n'est pas protégé. Et qu'on peut rajouter des méthodes sur des objets natifs. On peut rajouter des méthodes sur les tableaux. Et comme ça, tous vos tableaux, ils auront la méthode disponible. Et Prototype, ils se disent « Oh, mais c'est super niveau développeur experience ». Donc, ils ont fait ça avec toutes les méthodes possibles. Ils ont bourré tous les objets possibles natifs de JavaScript pour mettre ça dedans. Et à l'usage, c'est super cool. On est dans le futur. Tous les tableaux, ils ont une fonction filter, une fonction map, une fonction each. Ça n'existait pas avant, il fallait faire des boucles. Et dans la foulée de Prototype, il y a Scriptaculous qui sort, donc c'est quelqu'un de la communauté Ruby on Rails et tout ça qui se dit tiens, si on faisait des animations, c'est pareil, les gens sont complètement estomaqués parce que c'est trop stylé. Et peut-être si vous avez eu un blog à peu près à cette époque-là, il y avait cette lightbox que tout le monde voulait, ça utilisait ce truc-là. La même année, il y a un jeune homme de 21 ans, et donc il s'appelle John Resig, et il code un petit concurrent à Prototype qui va juste se concentrer sur manipuler le DOM, donc manipuler les objets HTML, le style des choses, et il va lancer jQuery. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette petite bibliothèque qui a connu un succès modeste. À l'époque, la répartition des navigateurs, c'est ça. C'est Internet Explorer qui a 85% de part de marché, Firefox qui commence à monter un tout petit peu, qui est à peine à 10%, Safari qui est à 1%, parce que personne n'a de Mac à l'époque. Et jQuery va régler un gros problème, c'est la compatibilité entre navigateurs. Parce que Microsoft a sa propre version de JavaScript qu'ils appellent JScript, et ils implémentent rien comme tout le monde. Et du coup, si vous voulez faire du code qui marche sur tous les navigateurs des gens, il faut aller sur un site qui s'appelle QuirksMod. C'est le Can I Use de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas d'automatisation de tester telle feature, elle marche sur un tas de trucs. C'est ce monsieur, Peter Paul Koch, qui allait tester à la main sur tous les navigateurs, toutes les propriétés de toutes les specs. Merci à lui pour son sacrifice. Mais jQuery arrive et règle ce problème-là pour tout le monde. Et là où jQuery aussi gagne en popularité, c'est que par rapport à Prototype ou à d'autres trucs très orientés objets, il va vouloir une API qui est simple à lire. Je veux mettre un clic, c'est onClick, c'est pas add-event ou add-event-listener ou middle. Il fait un truc qui est hyper lisible, qui est hyper facile à prendre en main. Et c'est une époque où tout le monde bidouille un peu son site internet dans son coin. Et avoir un truc hyper accessible, ça permet aux gens de faire du JavaScript. Un peu après, il y a des gens qui forquent Prototype pour mettre la bibliothèque d'animation dedans. Ils appellent ça Mootool. Ça marche, oui, mais c'est jQuery qui gagne. En 2007, il y a le patron de Pixar qui monte sur une scène en Californie pour dire que Flash, c'est pas terrible. Et il annonce qu'il sort un téléphone qui n'aura pas Flash, du coup. Et donc, au début, la réaction est mitigée pour la sortie de son téléphone. Mais finalement, ça marche pas mal. Et on va commencer à être obligé à se dire peut-être qu'on fasse tout en JavaScript parce que à l'époque, par exemple, on ne pouvait pas lire une vidéo sans Flash dans un navigateur. Donc là, ça commence à être un peu la pression. Pendant ce temps-là, il y a une quatrième version de la spec de JavaScript, ES4, qui sort, mais ils ont oublié un tout petit détail, c'est qu'elle n'est pas rétrocompatible avec le JavaScript d'avant. Donc tous les sites internet qui existaient, ils ne marchaient plus. Et donc, ils ont dit non, on ne la met pas, en fait, on ne va pas casser tout Internet.
Et ce sera implémenté dans ActionScript 3, qui implémentera la spec ES4. Donc c'était le langage de scripting de Flash. Et donc, bah, ces deux technologies sont mortes paisiblement après, je ne sais même pas combien de temps. Peut-être ça existe encore. En 2008, Windows Vista est sorti récemment. La majorité du parc informatique est encore sur XP. Et les navigateurs sont à la traîne monumentale. Et le petit moteur de recherche de tout à l'heure, il forque le navigateur de Apple et il fout 3 coups de clé à molette et il lance un navigateur qui va peut-être marcher, qui s'appelle Chrome. Et ils promettent une super performance et pour ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un nouveau moteur JavaScript qui va faire voilà les optimisations. Ils ont mis 12 gars dans une salle pendant je sais pas combien de temps avec des pizzas qui arrivaient régulièrement et ils ont réussi à faire un truc qui optimise le JS et qui rend ce langage beaucoup plus performant que ce qu'il est censé être. C'est une aberration que JavaScript soit aussi performant aujourd'hui, c'est parce que vraiment Google et Apple et tout ça, ils ont vraiment mis beaucoup de pognon à faire en sorte que ça marche vite. Dans le même temps, le TC39 finalise ES5, cette fois-ci en s'assurant que ça ne va pas casser le web. Ça simplifie pas mal de choses, ça ajoute plein de méthodes utiles. C'est globalement si JavaScript avait mangé Prototype, donc toutes les petites méthodes utiles du début, ils les mettent dedans. Et il y a Mootools et Prototype qui continuent de réécrire ces méthodes-là, donc ça fout une merde. Ça a duré 10 ans, hein, le temps que tout le parc de sites web réécrive toute leur codebase, parce que bah, ils n'avaient pas implémenté les méthodes de la même manière. Tu faisais un map sur Prototype, ça faisait pas la même chose qu'un map sur la spec par défaut. La même année, il y a Douglas Rockford qui revient et qui écrit en gros les principes qu'il avait mis dans JSLint. Il met ça dans un petit bouquin qui va avoir un impact somme toute modeste. Je vous ai épargné la blague avec le bouquin JavaScript The Good Part, parce que bon, ça fait 20 ans qu'on l'a. Voilà. Mais ce bouquin fait quand même pas mal parler. En 2009, il y a Ryan Dahl qui a eu une étrange idée, c'est de dire je vais brancher V8, donc le moteur JavaScript de Chrome, à des API-C pour interagir avec le système, et je vais faire tourner des services en JS. Il se dit que l'aspect orienté objet de JavaScript qui a été démontré par les événements du DOM et tout ça, ça marche pas mal. Et il met un petit système de modules pour organiser son code qui s'appelle CommonJS, qui a été développé par quelqu'un de Mozilla, je crois, 3 mois avant qu'il sorte son truc, donc c'est vraiment tout frais. Et la réaction initiale des gens est un peu étrange parce que JavaScript n'est toujours pas respecté comme langage. Il a une mauvaise réputation parce que bon, c'est un peu un canard boiteux, bon, oui, mais ça marche quand même bien. Et ben, quand même, il y a pas mal de gens qui se disent ouais, ça peut être intéressant. En 2010, il y a NPM qui est créé par quelqu'un. C'est un système un package manager pour Node. Et on peut installer des modules avec un numéro de version hyper simplement. Plutôt que d'aller sur un site, télécharger un zip, prendre le JS, le drag and dropper, c'était comme ça qu'on faisait avant. Et l'arrivée de NPM, c'est là que ça a commencé à exploser. Il y a des gens qui se sont dit on va faire des bibliothèques pour tout, pour du serveur, pour du bundling, pour du front. C'est là que JavaScript a connu un énorme boom et c'est vraiment parti dans toutes les directions, bonnes comme mauvaises. Je vous laisse juste regarder les icônes sur le truc et vous prenez vos décisions. En 2014, ça charbonne au TC39. Il y a la spec de ES6 qui s'appelle la spec Harmony en nom de code à l'époque, qui se précise. Et on avait déjà l'habitude de transformer le code front qu'on envoyait en prod, notamment avec des outils comme SAS, Stylus, SCSS, des choses comme ça. Et donc on s'est dit, et il y avait JSX qui venait d'arriver l'année d'avant, donc on transformait notre source avant de la shipper sur le serveur. Et il y a un jeune Australien qui s'appelle Seb McKenzie qui code un transpiler, ou transpilateur, je ne sais pas comment on dit en français. Ça prend du code de la nouvelle spec, on peut écrire du code moderne, et ça le transforme en code compatible avec les navigateurs de l'époque. Parce que les navigateurs ont mis quand même beaucoup de temps à implémenter ES6. Et donc c'est un outil qui nous permet de maintenir la compatibilité sans ces limitations. Et l'outil sera renommé Babel par la suite.
Donc en 2015, ES6 est finalisé. Donc on a l'arrivée des features comme les classes, les promesses, les arrow functions, les map et les sets, les modules, les let et les counts. Enfin, c'est toute petite release, quoi. En 2016, ECMAScript adopte la convention de nommage des jeux FIFA et se dit que ce sera plus pratique. Donc il y a des petites nouveautés chaque année. Et on ne sait pas pour la suite, donc je ne vais pas vous inventer des trucs. Les rumeurs parlent d'un appareil photo 13 mégapixels quand même. Et voilà, donc JavaScript, c'est un succès accidentel. C'est le parcours de plein de gens qui ont fait des trucs bizarres dans leur coin plein de fois. Et qui fait qu'aujourd'hui, c'est le langage, enfin non, le deuxième langage le plus utilisé du monde. Je crois que Python est repassé devant, mais... Voilà, merci.